Je cours avec deux gris-gris. En fait, ces deux gris-gris, c'est mes enfants. En fait, ils me l'ont donné quand j'ai fait mon premier 100 km, au départ de mon premier 100 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTMB. Sauf que j'avais Mini sur un côté et Mini, elle parlait avant. Mais comme elle a subi déjà l'étape pliée, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. Et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. C'est pas elle vrai. reparle. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, comme aurait pu te dire ta fille ou ma fille, je t'aime, ou elle dit I love you. Et je dis, n'est-ce pas possible, je continue et elle reparle. Alors, soit j'ai halluciné, ou soit c'est réel. Et puis, se forme à traverser. Et là, j'ai compris, j'ai vu quelque chose d'un peu plus grand qu'un chien, et puis qui tournait autour de moi. Et là, j'ai pas été spécialement rassuré. Donc pendant un moment, pendant 20-30 minutes, tu regardes derrière toi, en fait, tu marches presque à reculons, mais tu avances, et je rattrape un groupe. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois un des personnages très actifs de la communauté du LTP et très actif notamment sur Instagram car il a su créer un univers tout particulier. Le Taz Trail Runner, ou encore le Loup, comme il aime à se présenter, est un personnage attachant, loufoque, mais qui est aussi un ultra-trailer aguerri avec quelques ultras à son actif, comme l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour en 2017, l'UTMB en 2015 ou encore l'Ultra Trail des 4 Massifs en 2018. Nous échangerons longuement sur son parcours de vie, sa passion pour le trail, sa collaboration avec la Reneco Team, sa vision de notre communauté et tout un tas d'autres sujets. Je vous préviens, cet épisode est plus long que d'habitude, c'était un des premiers épisodes que nous avons enregistré en direct à la suite du déconfinement, donc j'espère qu'il vous plaira. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Cyril, alias le Taz Trail Runner. Aujourd'hui, je suis avec Cyril, alias le Taz Trail Runner. Cyril, salut, je te remercie d'être avec nous. Merci à toi, Nico, merci de m'accueillir surtout. Eh ben, je t'en prie, c'était avec plaisir. Tout d'abord, dans un premier temps, on sort à peine du coronavirus et notamment du confinement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cette période un peu compliquée pour tout le monde et notamment pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Le confinement, difficile pour tout le monde. Moi, je vais me positionner plutôt sur... Je ne l'ai pas spécialement subi, parce que j'ai eu la chance de travailler. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de sortir de chez moi et d'aller au travail tous les jours. Et d'être, on va dire, confiné uniquement le week-end. On va dire que j'ai été plus confiné au niveau du sport, évidemment, parce que j'ai besoin de beaucoup d'extérieur. Et là, par contre, oui, là je l'ai subi parce que j'ai essayé de... Pas essayé, non. Je pense avoir respecté les règles qui avaient été imposées par notre gouvernement durant cette période longue et difficile. Ouais. Et donc du coup, là, comment s'est passé le déconfinement? Une libération pour toi, du coup, notamment sportive? Ouais, doucement, parce que je ne suis pas reparti comme un fou furieux sur les chantiers ou quoi que ce soit. J'y suis allé plus tranquillement. J'ai recouru sur la route librement, et puis petit à petit dans les cailloux. Progressivement. Mais progressivement, ouais. Très progressivement. Bon, c'est cool. Cyril, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, si possible pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Moi, Cyril, donc, alias le Taz sur les réseaux sociaux. Je suis né en 73, donc j'ai 47 ans depuis cette année. J'ai 2 enfants. Je suis originaire des Cévennes, un petit coin de France très peu connu. Et à part pour ces orages? Oui, pour ces épisodes cévenols bien marqués. Et je travaille dans le bâtiment et les travaux publics depuis maintenant 30 ans. Voilà. D'accord. Et donc, trail runner et ultra trail runner, on y reviendra par la suite. Ah oui, beaucoup de cailloux. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ton parcours, depuis ton enfance si possible, nous expliquer un peu qui est Cyril?
Alors Cyril, il est né dans un petit village des Cévennes, au-dessus d'Alès, en 1973, tôt le matin. Ouais. Donc je suis un matinal. Un lève-tôt. Ah ouais, je suis un lève-tôt. Je dors très peu et je me lève très très tôt. J'adore commencer ma journée de bonne heure. J'ai fait un petit parcours scolaire traditionnel, l'école publique. Je suis parti de chez moi à l'âge de la seconde. Ouais. Je suis parti à l'internat volontairement. D'accord. Voilà, du côté de Nîmes, pour faire des études dans l'agriculture. D'accord. Ça n'a pas spécialement marché, puis j'ai bifurqué tranquillement sur le bâtiment et les travaux publics. Ça a fonctionné. À l'issue de ces études en IUT à Nîmes, je suis parti à l'armée. Et on va dire que ça va être un peu le début. Tu étais une des dernières générations à avoir eu l'armée du coup, oui, avoir eu le service militaire. Je fais l'un des derniers services. En fait, ouais, je crois que les dernières époques c'était 73, mais comme je ne suis pas parti en école d'ingénieur, d'accord. J'ai décidé de faire mon armée, puis il fallait s'en débarrasser, donc j'étais pas pour, pas contre, il fallait vraiment s'en débarrasser. Et j'ai vécu une expérience assez importante. Je suis arrivé là-bas avec mon franc-parler et on m'a demandé ce que je voulais faire. Et j'ai dit, je suis pas là pour m'ennuyer, donc faites-moi faire l'armée, la vraie, quoi. Je veux vivre l'armée. Donc je suis resté dans une unité d'instruction pendant 10 mois, dans les troupes de montagne. D'accord. Donc, à quel endroit? À Vars, mais pas à Vars, dans les Alpes du Sud, à Vars, au sud de Grenoble. D'accord. Voilà. En fait, c'est à Vars, Aléré, Rissé, au sud de Grenoble. J'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne. C'était pendant la période du conflit en ex-Yougoslavie. D'accord. Et donc, on incorporait les jeunes recrues pendant 1 mois. Donc là, c'était les classes pendant 1 mois avec les nouvelles recrues. Et puis le mois où on était libre, c'était montagne à bloc. Été comme disons, hiver, et puis pour finir l'été. D'accord. Donc c'est là que j'ai découvert le goût de l'effort à la montagne. T'avais quel âge là? Là, je suis parti en 94, donc j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Donc c'est là qu'est née la passion pour la montagne. Ouais, bon, avec mes parents, on a tout le temps crapahuté, j'ai toujours fait du sport, bien évidemment, mais là j'ai vraiment découvert l'effort de montagne. Avec un adjudant-chef, qui en fait, quand on était en dehors de la caserne, il n'était plus adjudant-chef, il était montagnard. Et en fait, il nous a donné son goût de la montagne, et moi je l'ai gardé. Et puis... Donc voilà, j'aurais dû partir en ex-Yougoslavie, mais par peur ou en fait... Et là il fallait s'engager du coup? Ouais, il fallait signer pour 4 mois de plus. Et puis au dernier moment, je me suis désisté. Parce que j'ai appris qui c'est qui allait nous commander là-bas. Et c'était en fait notre commandant d'unité. Et c'était pas. Ça fonctionnait pas. Je veux dire, quand on était en montagne, il n'était pas à l'aise. Voilà, c'était. Ouais, donc je pouvais pas partir à la guerre avec quelqu'un qui. Quelqu'un avec qui tu n'avais pas confiance. C'est pas possible. C'est pas possible. Décision importante ça du coup. Décision importante de pas partir. Ouais, sûrement parce que après je suis rentré dans le monde du travail direct. Et du coup t'as pas fait l'école d'ingé derrière en revenant? Non, direct je suis sorti de l'armée et direct j'ai attaqué dans les TP. Donc on a un peu le même parcours sauf que moi j'ai fait 2 jours d'armée quoi. Parce que moi j'ai un IUT aussi et j'ai pas fait l'école d'ingénieur. Que je regrette un peu amèrement, mais bon, il faut vivre sans regret, donc on va dire que je regrette pas. Hein. Mais voilà, j'ai le même parcours que toi, j'ai fait l'IUT, puis après je suis allé directement dans le monde du travail aussi, sans passer par l'armée. Ouais, puis en plus à la période où on a commencé, en 95-96, c'était pas folichon. J'ai eu la chance de trouver un emploi, disons, au départ c'était un peu précaire, et je posais des drains dans une tranchée. Mais bon, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, et puis on commence petit, puis petit à petit, voilà, les choses se font, il suffit de montrer sa valeur dans son travail. Et puis j'ai débarqué à Marseille en 96, et puis depuis j'y vis. Depuis tu y vis. Donc tu as débarqué à Marseille pour le boulot particulièrement, donc à Martigues ou Non, j'ai débarqué directement sur le Vieux-Port. D'accord. Et je suis arrivé sur le Vieux-Port, c'est un peu une anecdote un peu particulière. Il venait de finir le parking qu'il y a derrière la mairie. Et
Et on m'avait toujours parlé de la Canebière, que c'était un endroit, c'était les Champs-Élysées. Et quand je suis arrivé sur le Vieux-Port et que je me suis retrouvé face à la Canebière, j'ai failli repartir. Ah bon? Ah ouais, j'ai été pas terrorisé, mais je me disais c'est pas possible que les gens trouvent ça fantastique. Ah là, mais la Canebière, c'est un mythe. Ouais, c'était un mythe. C'est un mythe, comment dire, un mythe qui mérite pas d'être un mythe, entre guillemets, parce que pour ceux qui connaissent pas, il n'y a absolument rien de spécial et ça va même plus loin, c'est que c'est pourri et enfin, ça s'est un peu amélioré, on va dire, ces derniers temps. Mais ouais, non, mais là, aujourd'hui, on va dire que ça va mieux, mais moi, quand je suis arrivé, c'est un bouge, hein. Ça faisait peur, quoi. Bon, par chance, c'est pas là que j'allais, hein. C'est pas là que j'allais, mais bon, je suis très déçu, je me dis, où est-ce que tu es tombé, quoi. Je postule à mon emploi et bon, ça match avec mon futur employeur et puis finalement, je décide de rester, quoi. Je m'installe, alors au départ, je m'installe à La Ciotat, chez mon parrain, parce que j'ai un parrain qui travaillait aux anciens chantiers navals. Et qui a fini sa carrière en tant que pompier à La Ciotat. Donc au début, je m'installe là pour avancer tranquillement en 96, et puis de fil en aiguille, ça fonctionne. Je me fais un ami qui me fait découvrir Marseille. Le vrai Marseille? Ouais, il me fait. Puis c'est un vrai Marseillais, quoi. Il est né à la Belle de Mai, voilà. Je ne sais pas s'il écoutera, mais je lui dirai d'écouter. Tu lui diras d'écouter? Voilà, je lui dirai d'écouter. Ouais, moi, Pierre restera, voilà, mon ami Pierre. Un beau jour à Pierre, alors. Voilà, il m'aura fait découvrir Marseille, tout. Je me serais même abonné au Stade Vélodrome pendant plus de 20 ans. Donc c'était Pierre sans mauvais jeu de mots, la pierre angulaire de ton ancrage à Marseille. Ah ouais, carrément. Ouais. De toute façon, on se voit toujours, on se voit, on fait des brins. Bon, voilà, c'est un personnage. On ne fait pas le même sport, hein. Bien qu'on a couru, on a quand même fait 7 Marseille-Cassis ensemble. Donc, on a quand même un peu couru ensemble, mais on a eu un profil sportif différent. Lui, il est footeux, moi je suis rugbyman. Donc, mais ça a matché de suite. D'accord. Et puis j'ai aimé Marseille, et puis Marseille a ses travers, mais Marseille a de belles qualités, quoi. C'est clair, je confirme. C'est magnifique. Tu parlais de rugby juste avant. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec le sport, par quel sport tu es passé, et puis dans un second temps, tes premiers pas dans le trail running en particulier? Le sport, c'est tout. Ça a bercé ma jeunesse depuis le début, quoi. J'ai commencé, j'ai fait du foot dans mon village, parce qu'on avait une petite équipe de foot. J'ai fait du vélo, parce qu'on avait un vélodrome aussi. J'avais un vélodrome à 100 mètres de la maison, donc j'ai fait aussi du vélo pendant quelques années. J'ai fait du tennis de table à un niveau assez important. D'accord. Jusqu'à l'âge de 17 ans, licencié. Et puis pendant mon cursus scolaire, j'ai dérivé sur Montpellier une année, et j'ai rencontré des gens du monde du rugby. Moi je venais du foot, et puis un jour on m'a dit essaye. J'ai dit mais vous êtes fous, quoi. Vous avez vu comme je suis gaulé, vous êtes tarés, quoi. Vous êtes complètement allumés, quoi. Et puis ils m'ont pris, ils m'ont protégé. C'est ça ils m'ont dit t'inquiète pas, on fera le nécessaire pour que. Et ils m'ont protégé. D'accord. Et j'ai joué numéro 10. Parce que j'avais un bon coup de pied, parce que je savais me déplacer sur un terrain. Ils avaient vu ça, hein, j'ai joué au numéro 10 et je me suis éclaté. Pendant cette année-là, on a fait des matchs en UNSS, comme on dit. Je me suis éclaté, j'ai pris quelques cartouches, mais je ne me suis jamais blessé. Et puis je suis resté dans ce sport. D'accord. Voilà. À partir de quel âge? J'ai commencé au rugby à 17 ans, quoi. D'accord. Et c'est pas facile. Et la différence de communauté, d'état d'esprit entre le foot et le rugby? Alors, je vais parler de mon foot village. Mon foot village, nous, ça allait très bien. Quand j'ai joué au foot, j'avais 8, 9, 10 ans. C'est du football dans la campagne. On n'est pas dans ce qu'on peut voir dans nos quartiers maintenant, ou des choses comme ça. C'était vraiment
Et puis notre génération, parce que moi je suis également footeux d'enfance, notre génération c'est pas la même qu'aujourd'hui, je pense, je ne veux pas faire le vieux con, mais je pense qu'il y avait un meilleur état d'esprit quand nous on était enfants et au foot, je pense. Voilà, moi en fait le football je l'ai toujours très très bien vécu, hein. Pour moi ça n'a jamais été un sport qui n'avait pas de valeur, c'est différent, c'est notre état d'esprit, mais ça s'est toujours super bien passé. Le rugby m'a apporté autre chose. Ça veut dire que le rugby, on doit faire confiance à l'autre et on doit aider l'autre. Et ça, c'est une autre valeur que on n'a pas tendance à développer spécialement au foot. Le rugby, j'ai toujours tendance à dire que pour pouvoir jouer au rugby, il faut aimer l'autre. Il faut aimer le copain qui va être dans la mouise. La solidarité a plus sa place. Il a plus sa place, la fraternité, et puis on le voit, de toute façon, les bringues après, une équipe de rugby, elle vit quasiment H24 ensemble, quoi. Ça communique beaucoup, s'il n'y a pas de lien à ce sport, on n'y arrive pas. C'est pas possible, c'est deux lignes qui s'affrontent, s'il y a un trou dans la ligne, ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Donc j'ai découvert ce sport-là et j'y suis resté, quoi. Et même en arrivant à Marseille, j'y ai joué un peu. J'ai joué au SMUC jusqu'en 2000. Et puis ma fille est née. Après, ça a été mon fils. Mon fils a commencé à jouer parce que je l'ai mis. Et ça a été le premier sport qu'il a touché. Et bon, lui, il y est toujours. Et puis, j'ai mis le pied à l'étrier d'être éducateur. D'accord. Et je suis resté éducateur 5-6 ans au SMUC, de la catégorie moyenne de 10 jusqu'à quasiment les portes des juniors, quoi. D'accord. Voilà. Et puis j'ai arrêté pour des raisons, on va dire, personnelles, des compatibilités d'humeur, on ira. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est la partie, on va dire, où je me suis investi vis-à-vis des jeunes. Et après, donc comme je t'ai dit, le trail, je l'ai découvert. Ouais, justement, on va s'arrêter là-dessus. Ces premiers moments de... Donc, il me semble que tu disais tout à l'heure que tu avais fait Marseille-Cassis, donc tu avais, au niveau de la course à pied, j'imagine qu'avant le trail, il y avait la course à pied, ou tu es passé directement dans le trail? En fait, j'ai horreur de courir. C'est vrai? J'aime pas courir. Ouais, on est deux alors. Voilà, c'est un truc. Moi, j'aimais pas. Non mais après on va dire, après on va parler de moi, de ce que j'ai fait, mais j'aime pas courir. Il faut se mettre ça dans la tête, quoi. Je vais parler de mon expérience de 2000, on parlera de mon expérience sûrement de 2009, mais je suis arrivé ici, on m'a dit il y a Marseille-Cassis, voilà, Pierre il m'a inscrit, on s'est inscrit avec la boîte, et puis on le faisait chaque année, mais au milieu il n'y avait pas de course à pied, quoi. Au milieu je faisais du rugby, je mettais des baskets pour aller m'entraîner au rugby, et puis après j'allais courir de temps en temps, je faisais 20 bornes, et puis basta, quoi. Le nombre de personnes qui m'ont donné ce point de vue, c'est incroyable. Alors moi j'avais toujours cette approche de la nature, donc, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai découvert, on va dire, le trail en 94 quand j'ai fait l'armée, parce qu'on passait un brevet qui s'appelait le brevet d'alpiniste militaire. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'on faisait, mais on partait avec un sac de 10 kg sur le dos, plus notre arme. On devait faire 1500 mètres de dénivelé, aller-retour en moins de 4h30 ou quelque chose comme ça. Donc à monter, c'était pas possible de courir, parce qu'avec 10 kg sur le dos et l'arme, ça faisait 14 kg. Par contre en descente, c'était à bloc. Donc on va dire que j'ai commencé à découvrir comment courir en montagne. C'est à partir de ce moment-là. Là, courir à Rangers au milieu de... c'est pas des Rangers, mais c'est des chaussures de rando, mais voilà, quoi. Et mon premier trail, on va en parler, c'est un très très vieux trail qui est à Marseille, qui partait de Pépin avant. C'était la Galinette. Ah. Bonjour à Choa et à toute l'équipe de la Galinette. Je crois que j'ai fait la deuxième édition. La deuxième édition qui de la partait Galinette. de Pépin. D'accord. Aujourd'hui c'est Cadolive. Ouais, c'est ça. C'est Cadolive. Et donc j'ai fait, je crois qu'à l'époque c'était 26 ou 28 km. Ah oui, premier trail. Oui, il faisait 26 ou 28 km. Mais là j'ai morflé. Ah ouais. Ah ouais, là. Parce qu'on était parti, on faisait Marseille-Cassis avec les copains, je suis parti là-dedans, je m'étais pas spécialement entraîné, là j'ai ramassé. T'as douillé. Ah ouais, la descente sur Pépin, des crampes de partout. Bon, en plus, à l'époque, on partait, on avait quasiment rien, quoi. On n'avait pas de camelback. Quelle année tu disais? Ça devait... 2003, non, quelque chose 2003 ou 2002, quoi. Je pense que c'est ça.
C'est en 2004, mais c'est au début des années 2000, quoi. Ouais, c'est le début des années 2000. Et puis l'effort, quand tu arrives en haut du Garlaban, c'est magnifique, parce qu'il nous faisait quand même arriver en haut du Garlaban, on passait par une espèce de chemin où il fallait mettre les mains face au sud, là. Ouais, c'était bien rock'n'roll, quoi. Et puis voilà, petit à petit... T'en avais pas fait avant? Des plus petits, des plus... Non, des plus faciles, non? Non, jamais. Et puis après, il n'y en avait pas spécialement, quoi. Mais oui. Il n'y en avait pas. Oui. Je savais même pas que ça existait, quoi. C'est sûr. Tu te rappelles du dénivelé qu'il y avait sur cette galinette? Je suis incapable de te le dire. D'accord. Il n'y avait pas de montre, on était partis comme ça, je veux dire, tu trouverais aucune trace de... J'ai essayé de trouver, quand tu m'as dit que tu voulais qu'on parle, j'ai essayé de trouver des traces de ce truc, j'en ai pas trouvé. Et ça a été quoi pour toi ce premier trail, une révélation? Tu t'es dit quoi quand tu as terminé? En fait, j'ai rien dit. Avec les copains, on s'est super bien régalé, mais on n'est pas. En fait, je suis pas allé plus loin. C'est-à-dire que on a continué à faire du Marseille-Cassis et je n'ai pas fait d'autres. On va dire que la révélation, la vraie révélation, je crois que c'est 2004. 2004, l'été 2004 ou 2005, je crois que c'est la deuxième édition de l'UTMB. Je vois le départ. Tu vois le départ sur place? Ouais, j'étais à Chamonix. T'étais à Chamonix. Ça fait des années que j'allais à Chamonix. Et l'UTMB passe derrière le camping et on avait entendu parler de cette course et je m'installe sur le... Pour les voir passer. Pour les voir passer. Et là, quand on se dit, à l'époque, je crois qu'ils partaient pour 140 km. C'était un peu plus court. C'était un peu plus court à l'époque. Mais quand on les voit partir... Et là, je me dis, pour mes 40 ans... T'avais quel âge à l'époque quand tu te dis ça? J'avais 30 ans, quoi. J'avais une trentaine d'années. Ouais, j'avais une trentaine d'années. Et je me suis dit, pour mes 40 ans, je ferai ça. Je me suis dit, voilà. T'as vu passer combien de coureurs devant toi cette année-là? Je crois qu'il y en avait pas 2500, je crois. Non, je crois qu'il y en avait 600 ou 700 peut-être. Mais c'était impressionnant. Parce que je sais pas si tu connais le départ du parcours j'y vais cette année. De l'UTMB, tu verras, le départ, quand tu passes derrière les gaillants, tu es sur une piste qui est un peu, disons, qui monte et qui descend, mais c'est un faux plat descendant jusqu'aux ouches. Et tu vois passer 500 ou 600 coureurs, et jamais ça s'arrête. Tu te dis, mais c'est impressionnant, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es dit... alors c'était pas tellement... quelque chose qui te venait du plus profond de toi, c'était quoi en fait? C'était un défi que tu t'es donné à ce moment-là? À ce moment-là, c'est le défi. C'est le défi de se dire pourquoi pas faire 140 km, je fais pas du bitume, donc les 5 km demi-haut, pas ton truc? C'est pas mon truc, je me vois pas faire 100 bornes. Marathon, t'avais jamais fait? Et j'en ai fait un. T'en as fait un? J'ai fait le premier de Marseille en 2009. Le premier marathon de Marseille? Ouais, le premier marathon de Marseille. Ça a été c'est l'enfer, je sais pas comment ils font. Ah ouais? Un marathonnier, je sais pas comment il fait pour faire 42 km de bitume. Je sais pas. En plus à l'époque on tournait à l'Estac, le retour. En plus on a pris la pluie pendant 4 heures. On a pris la grêle sur la passe. C'était un signe ça, et le marathon voulait pas de toi. Ah non mais c'est un super souvenir parce que je l'ai fait avec mon ami Pierre. Parce que je suis arrivé, en fait ça s'est passé comme ça. Bon, après moi je suis un peu à la bonne franquette, j'arrive au bureau, je lui dis Pierre tu fais quoi le 26 avril? Regarde, il m'a dit 26 avril de quelle année? De l'année prochaine. Il me dit rien, j'ai rien de prévu. Tu viens avec moi? Il me regarde, il me dit je sais pas où on va mais je viens. Ça veut dire qu'il avait confiance en toi. Il aurait pas dit. Si, parce qu'après il était dans le même délire que moi. Il aimait la course à... Lui par contre il aimait la course à pied. Il aimait courir. À la différence de toi. À la différence de moi, Et puis on s'est lancé dans cette préparation. Ça a été épique. Et on a fait ce marathon à 3. Et on est parti à 3 et on est arrivé à 3. Alors on aurait pu faire un meilleur temps, on aurait pu faire... Mais ça a été cette notion de le faire ensemble. Tu retrouvais un peu la solidarité que tu avais dans le rugby à ce moment-là? À ce moment-là, oui. Parce que moi je dis souvent, le foot c'est le sport, enfin je reviens un peu sur le foot, c'est peut-être un peu idiot de dire ça, mais le foot c'est le sport collectif le plus individuel et la course à pied ou le trail notamment c'est le sport individuel le plus collectif. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Je veux dire, le trail c'est très collectif. C'est très collectif parce qu'on a
vais pas parler de ce que j'ai un petit peu créé sur les réseaux sociaux, sur le partage ton trail, mais c'est vraiment un moment de partage parce que bon, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais j'ai partagé beaucoup de choses en pratiquant le trail, quoi. Mais c'est vrai que le premier partage que j'ai eu, c'est avec Pierre. Malgré le bitume ou quoi que ce soit, oui, on a vécu un truc. Il y a des moments il n'était pas bien, on s'est attendu. J'étais pas bien, ils m'ont attendu. Bon voilà quoi, et on a fini, on a franchi la ligne, tous les trois ensemble. Un petit moment de nostalgie de ton armée peut-être à ce moment-là? Ouais, sûrement, parce qu'en fait à l'armée, bon, mon positionnement à l'armée quand on marchait en montagne, il y a ceux qui font la trace et il y a ceux qui font les serre-fils. D'accord. Et j'étais serre-fil. Alors souvent, ce sont ceux qui sont devant, c'est les plus costauds, et ceux qui sont derrière aussi. Et j'avais souvent 2 sacs à porter chaque fois. D'accord. Parce que souvent, il y avait des mecs qui étaient en carafe. Donc je portais souvent 2 sacs à dos. Donc c'est vrai que voilà, on ne laissait jamais traîner un mec par terre. Il fallait, bon voilà, c'est l'esprit militaire, bien évidemment, hein, mais à la montagne, c'était plus l'esprit montagnard. Donc il y avait un mec qui était en difficulté, on s'occupait de lui. La troupe avançait, mais on faisait tout pour le ramener, pour qu'à un moment, on se retrouve tous et qu'on puisse partager un peu l'effort qu'on a vécu pendant des heures, quoi. Et donc pour en revenir au marathon, donc vous finissez à 3 ce marathon-là, et puis tu te dis quoi après? Tu te dis plus jamais ça? C'est bon, je l'ai fait une fois et terminé. Ouais, tout à fait. Ça c'est fait quoi. Ah ouais, non, ça c'est. Ouais, ça, par contre, ouais, ça a été fait, ça. Ouais, mais ça se fera plus. Ah non, mais c'est. Là, tu rigoles, mais je vois. C'est pas ton truc quoi. Non, c'est vraiment pas mon truc. Alors peut-être qu'il y a des marathons qui sont magiques, et je le conçois, hein, il y a des gens qui sont attachés à cette distance, à cet effort. Ouais, tout à fait. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ça tape trop, c'est très monotone. Bien sûr. Je trouve que c'est monotone quand même. 40 km, c'est pas très long. Et quand on le fait dans une ville, ouais. Mais il faut que la ville soit belle. Il faut vraiment que ça change le paysage. Et quand qu'il y ait des trucs à regarder. Le marathon de Marseille m'a un peu dégoûté peut-être. Hein. Parce que quand tu reviens de l'Estac, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas la plage. Même si elle est stack plage, c'est pas forcément la plage. Ouais, mais là, c'est l'Estac dock. Hein. J'aimerais revenir un peu sur le déclic qui t'a mené au trail ce jour du TMB. Donc une fois que tu as pris la décision de te dire pour mes 40 ans, donc c'est 10 ans après. C'est quand même un projet à long terme, ça. Ouais, je l'ai fait en 2015. Donc je l'ai vu en 2004 ou 2003 et j'ai pris le départ en 2015. Et entre ces deux dates, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de courses. Disons beaucoup de courses, pas tant que ça, mais des étapes. Tu es quelqu'un qui fonctionne par palier, tu es plutôt réfléchi dans ton sport ou tu es quelqu'un qui va te dire moi j'ai un objectif de toute manière, je vais le faire et puis peu importe la manière? Non, je vais le faire et je vais essayer d'y arriver et surtout d'y arriver en y prenant du plaisir. En y prenant beaucoup de plaisir. Mais plutôt par étapes? Oui. En fait, on a parlé du 28, après je me suis mis sur le Roquefort Trail. Qui fait aussi à peu près la même distance, qui était un peu plus roulant que la Galinette, mais voilà. Donc j'avais fait 28 km relativement tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait? On va se mettre sur un 40. J'ai fait Barcelonnette. Dubaï. Voilà, connu. Hein. Et pour toucher la montagne, je pense que c'est un joli trail. C'est pas trop technique, mais on touche un peu la dénivelée, on touche... Chapeau de gendarme, il est haut quand même. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, surtout que moi je l'ai fait 2 fois. J'ai jamais fait moi. Et 2 fois, et 2 fois il pleuvait. Et les conditions là-haut... Ouais. Tu l'as fait en quelle année? Tu te rappelles? J'ai dû le faire donc en 2011, le premier, je vais peut-être dire 2010. Ouais. 2010 et le deuxième j'ai dû le faire en 2015. Parce que le deuxième j'ai le fait en 2015, ça c'est sûr. D'accord. Parce que je m'en suis servi de week-end choc. J'avais fait 40 bornes la veille et le lendemain je refais 40 bornes. Pour quel objectif? Et pour l'UTMB. Ah c'était d'ailleurs. C'est l'année de l'UTMB, ouais. Je passe le week-end à Pralou. La veille, je fais 35 ou quelque chose comme ça. Le lendemain, je fais le l'Ubaï un peu en version un peu on va appuyer, mais sauf qu'il avait délugé. Ça ouais.
Voilà, non, mais après, ça nous avait mis dans des conditions un peu épiques. Et donc, pour en revenir donc, petit à petit, tu fais ton premier 40 et ensuite... et puis je dis, on va doubler. 40, on passe à 80. Sauf que le 80 que je choisis, il n'est pas très connu parce qu'on n'en parle pas trop, c'est le Grand-Duc de Chartreuse. Je ne connais pas. Voilà, il a 30 ans ce trail. Je crois que cette année il fêtait ses 30 ans. Et c'est un trail qui se passe dans le massif de la Chartreuse. Et le principe, c'est chaque année, tu ne fais pas 10% du parcours de l'année d'avant. Tu ne fais pas 10%, donc tu changes 10% du parcours. Non, 90%. Ah, 90% du parcours est changé. Ah oui. Parce qu'ils ne partent pas du même endroit. C'est-à-dire chaque fois, le village de départ n'est jamais le même. D'accord. Et cette année-là, je le fais avec Dawa Sherpa. On fait c'est un 8 qu'on dessine parce qu'on partait de Saint-Hilaire-du-Touvet et on faisait un 8, on allait de côté à droite et on est revenu par la gauche. Et quand j'arrive au marathon, quand j'ai vu les barrières horaires, parce que là, à partir du moment où tu rentres dans ce genre de distance, déjà à l'UBA il y avait des barrières horaires, mais on n'y faisait pas trop attention. Mais là, elles étaient costauds. J'arrive et je me battais contre la barrière horaire. Ah oui. Ah ouais, là j'étais à la limite. J'étais à la limite. J'étais déjà crampé. J'avais fait 42 km, j'étais déjà crampé. Donc j'ai dit aïe. Tu avais la possibilité d'arrêter à ce moment-là? Oui, en fait je suis revenu à Saint-Hilaire-du-Touvet. J'arrive à Saint-Hilaire-du-Touvet, je me pose la question, tu repars. Et plus ça allait être compliqué. Quoi. Bien sûr. Et les barrières, la barrière, tu allais plus t'en rapprocher et en fait tu allais te battre. Et donc j'ai flanché. J'ai posé les... Et là, je me suis dit, en fait, ta connerie, ça a été de doubler. D'une année sur l'autre, de doubler. Tu n'es pas prêt parce que tu t'entraînes peut-être pas de façon... Parce que c'est plus le même monde, en fait. Ouais. Entre 40 et 80, c'est plus le même monde. C'est plus pareil. Et il y avait beaucoup de dénivelé sur cette course? 5500 mètres. Quoi. Le départ, on prenait au pied de Saint-Hilaire-du-Touvet et on montait directement sous la dent de Croll. Je ne sais pas si tu connais, mais... Non. Je connais pas du tout. On prenait 1100 mètres de dénivelé sur 3 km, je crois. Oui. C'était mur d'entrée, on prenait ça, c'était mur. Et donc j'arrive là et hop, on met clignotant. On met à la gauche, ben ouais, ça fait suer, mais bon. Et c'est là où tu te dis que... Fataliste ou... Non. Dégoûté, déçu, non, réaliste? Je pense que je réalise la connerie que j'ai fait. Ouais. Je pense que je réalise que j'ai fait. Donc tu avais pas mal de recul, quoi. Ouais, parce que je me dis, tu as doublé la distance. 20, 40, on va peut-être dire, ouais. Sauf que tu fais 40, 80. Ouais. Tu passes pas le double de temps, mais tu passes 2,5 de plus. 2 fois et demi. Ouais, voire peut-être 3. Voire 3 fois plus longtemps. En fonction des parcours. Donc bon, t'es pas prêt. On n'est pas prêt, quoi. Tu l'as fait seul, ce 80? Ouais. Ah ouais, là c'est la période, tu connais pas grand monde. Moi à Marseille, il n'y a personne qui faisait vraiment ce sport-là, donc tu t'entraînes un peu. Là par contre, c'était vraiment à la bonne franquette que tu faisais des sorties. C'était en quelle année celui-là, le trail, tu disais, pour se repérer par rapport à ces 10 années ces 12 années ça doit être 2010 ou quelque chose comme ça. Donc c'est 5 ou 6 ans après ta prise de décision. Quoi. 2010, ouais, à peu près, parce que tu le décides, mais tu te lances pas de suite dans ton entraînement. Bien sûr. Bien sûr. C'est loin, 10 ans, ou 12 ans. C'est long, hein. Et je le représente 2 ans après. 2 ans après, on part, on est 450, on est nombreux sur la ligne de départ. Et j'arrive à un TP-ultime. Avant-dernier. Ouais. 90e. C'est carnage. Ah, c'est un carnage. C'est carnage. C'était carnage. Vous étiez combien au départ? 450. Et vous êtes 9, vous êtes 90 à l'arrivée? Ouais, et carnage. Ouais. Et encore, ils ont, moi, quand je suis passé, voilà, on va dire la dernière barrière horaire, ils me laissent passer. C'est quoi qui a fait sauter tout le monde? C'est les conditions. Les conditions, on avait pris un orage la veille terrible. Le jour de la course, il a fait un temps super, c'était magnifique, hein, mais bon, les chemins, c'était c'était l'enfer. Ah, c'était l'enfer. Et cette année-là, je crois qu'il l'avait annoncé pour 5800 mètres. En fait, à ma montre, je fais 6400 mètres. Ouais. Et un léger delta. Léger delta. Mais, voilà, cette fois-ci, j'arrive au bout.
Donc là, tu te dis, bon après j'avais comme objectif, cette année-là, c'était en 2012, j'avais comme objectif de faire les Templiers, quoi. Mais pas le 70, j'avais décidé de faire l'endurance. L'endurance, c'est-à-dire c'est 100 112. 112. Ouais. De passer, on va dire, de devenir Sam Bornard des cailloux. Et donc en octobre de 2012, eh ben, je me pointe à Millau. Là. Et là aussi, ça a été épique parce qu'on a subi l'année dernière les orages. Une annulation du 70. Ouais. Une annulation du 70 où j'étais au départ. Et là, par contre, le départ, il est le vendredi matin. Ouais. Le vendredi matin de l'Endurance Trail, sauf qu'on a pris la pluie toute la journée. Mais toute la journée. C'est-à-dire, moi, j'ai mis 18h30. Si j'ai à peu près... Je te dirai jamais ma place, mais je sais à peu près le temps que j'ai mis. J'ai dû mettre 18h30 à peu près. 18h30 de pluie. Ah ouais. Ah, de pluie. Non-stop. Alors tu vois, quand ils ont annulé le 72, nous, il y avait de la pluie. C'était pas à risque orageux. Puis en plus, moi, je suis de là-haut. Quand ils l'ont annulé, j'ai dit, ils ont fait une belle décision. Parce que ça aurait été très, très, très dangereux. On en parlait avec Gilles Bertrand, je ne sais pas si tu l'as entendu. Donc voilà, bon, on a un Cévenol qui confirme la bonne décision. Ah oui. de la direction de course des Templiers pour 2019. Moi je dormais quand on est venu me réveiller pour me dire que c'était annulé. Mais... Un Cévenol et de surcroît qui n'a pas pu courir en plus. Oui. Tu aurais des raisons d'être mécontent, mais bon, voilà. Ça montre que la décision prise a été bonne. Quand moi à midi je suis parti de Millau, il est tombé un truc, je faisais l'essence. C'était terrible. C'était terrible. Oh, non, franchement. Un vrai épisode Cévenol. Ouais, le vrai. Et donc en 2012, je fais ce premier ultra. Que tu boucles. Que je boucle, en 18h30. Voilà, mais j'arrive, satisfait de l'avoir fait, pas épuisé. Et c'est là où je me dis... c'est faisable. Voilà, tout est faisable. Et entre-temps, l'UTMB avait augmenté les distances du coup. Et entre-temps, on est passé à 170. 170. Et là... Donc là, tu es en 2012, il te reste 3 ans pour préparer. Il me reste 3 ans pour préparer les 70 km. Sauf que il n'y a pas de trail qui te permet de passer cette barrière-là. Il n'y a rien qui existe. Rien. Donc entre à ce moment-là, je décide en fait, entre-temps, avant de partir là-bas pour 2015, je m'inscris à la CCC. C'est-à-dire que je connais super bien le terrain de Chamonix parce que j'y passais quasiment tous mes étés. Mais je décide quand même, on ne le fera pas pour tes 40 ans. Et j'ai la chance, disons pas la chance, parce qu'à l'époque, tu avais besoin que de 2 ans. Donc si tu n'étais pas pris la première année, la deuxième année, tu étais obligatoirement pris. Voilà. Donc c'est en 2013. 2013, je prends le départ de la CCC à Courmayeur. Donc c'est Courmayeur, Champé, Chamonix, les 5 km. Temps idyllique, magnifique, superbe parcours. Tout le monde est capable de le voir, tout le monde l'a vu maintenant grâce au live, c'est sûr. Grâce au live, c'est fabuleux. C'est une superbe course, attention. Voilà. Et là, c'est pareil, tu finis la course. Alors, sur ce genre de course, il y a des péripéties. Il t'en arrive tout le temps. Du genre ? Là, la péripétie, c'est que c'était les premiers temps où ils mettaient des sas. Et moi, quand ils te demandent ton temps, automatiquement, ils te mettent dans un sas. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvé dans le dernier sas. Mais je me suis retrouvé devant le dernier sas, et on partait avec un quart d'heure de décalage. Sauf que la première montée, elle fait 1500 mètres de dénivelé. C'est un chemin hyper montagnard, mais hyper montagnard. Et en fait, j'ai rattrapé rapidement le sas de devant. Je suis arrivé... L'avant-dernier sas, du coup. Ouais, avant les élites. Là. Et je suis arrivé avec plus de 2h30, voire 3 heures de retard sur mes temps de prévision à la Foulie. Pour faire mon temps que je pensais faire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'étais limite en barrière horaire parce que les gens
Alors malheureusement sur cette course, on pourra discuter de comment on y accède, machin. Le problème c'est que c'est une course de montagne et les 1500 mètres il faut se les coller. Il y a des ruisseaux à franchir, des choses comme ça et les gens ne savent pas marcher de façon régulière, ils s'arrêtent. Donc c'est comme sur l'autoroute. Bien sûr. Donc ça bouchonne, ça ralentit. Donc, voilà. Et quand on a un pas régulier, qu'on est un peu montagnard... c'est compliqué. C'est très très compliqué psychologiquement, tu vois passer, défiler le temps. Au final tu t'économises, hein, parce que, mais bon, les temps passés sur le chemin restent le temps passé. Et donc j'arrive à la Foulie avec un temps en retard. J'ai dit comment tu vas t'en sortir. Quelle aurait été la problématique si tu avais eu du retard par rapport à ce temps? C'était pas grave? C'était grave pour toi? Non, c'était pas grave, sauf que comme j'avais calculé que plus ça allait, plus j'allais être fatigué, j'allais me rapprocher dangereusement de la barrière horaire fatidique où il t'élimine. Et à la Foulie, j'étais déjà pas très, bien. Non, parce que vu qu'avant tu disais que tu avais rattrapé le groupe d'avant, je me disais que ton rythme était pas trop mal. Il y avait un quart d'heure d'écart. En montagne, un quart d'heure, le mec il s'arrête. Si toi tu t'arrêtes pas, tu l'as mangé en 5 minutes. Et donc j'arrive à la Foulie avec ça et tu as ça dans la tête. Et puis bizarrement, comme j'arrive vachement en retard, c'est la nuit. La nuit commence à arriver, entre la Foulie et Champé, c'est la nuit. Et bizarrement, j'ai cette faculté de pouvoir courir aussi vite le jour que la nuit. D'accord. Donc les gens commencent tous à marcher, et moi je cours. T'es à combien d'heures de course là? À peu près. On n'est pas tout à fait à la Foulie, on est parti à 9h, je crois que je suis arrivé sur les coups de 19h à la Foulie. On est parti à 9h du matin, 19h. Donc il y a bien 10 heures de course. Et donc la nuit va arriver et à partir de Champé, je suis en pleine nuit noire et il faut attaquer les 3 dernières difficultés. Et là bizarrement, il fait nuit, il fait frais et puis là ça déroule. Ça déroule, tu gagnes, tu dépasses des gens, tu discutes avec des gens, les gens se collent à ton train pour avancer, donc tu maintiens un rythme sans te presser. Et puis petit à petit, tu t'éloignes de la barrière. Donc psychologiquement, tout va bien, tu gères ta course tranquillement. Et en fait, tu arrives à Chamonix sans aucun encombre, sans aucun souci, et tu finis ta course. Et quand tu finis ta course, c'est... T'étais bien préparé pour cette CCC? Ouais, j'avais fait... je te dis, j'avais fait... quelques mois avant, j'avais fait comment ça s'appelle? L'Ultra de Lozère, qui est sur 2 jours, qui était un 110 km dans les gorges du Tarn, qui est un truc fantastique. Pareil, là, les 55 premiers kilomètres, très compliqués, très chaud. Bon, j'ai failli abandonner, et j'ai failli abandonner, et je n'ai pas abandonné parce qu'il y avait une élite qui s'était paumée. Et que j'étais assis au bord d'un caillou et qui s'est arrêté au ravitaillement et qui me dit non, tu repars, tu restes pas là, machin. Et je suis reparti et grâce à elle, je suis parti le 2e jour. Le 2e jour, c'est passé. Donc là, j'étais bien préparé. J'avais fait des blocs, j'avais suivi. Bon, après, je te dis, moi, j'ai fait un peu la bonne franquette. Donc tu trouves des plans, tu le fais surtout au mental. Mais tu le fais pas dans un objectif de faire un temps, tu le fais dans un objectif de le finir. Mais surtout de ne pas lutter contre cette épée de Damoclès qui est la barrière. C'est en fait, moi, le seul truc qui me dérange, c'est de flirter avec elle. Voilà. Alors, à partir du moment où je suis à 3 heures ou 4 heures de la barrière, le trail va se passer, il va se passer tranquille. Et puis il y a 2015. Alors, 2015, c'est ton objectif là, je passe 3 semaines à Chamonix. 3 semaines à Chamonix? Ah ouais, j'ai passé. Moi, j'ai toujours passé entre 2 et 3 semaines à Chamonix. Et là, je passe 3 semaines à Chamonix et j'arrive à Chamonix. Pendant 2 semaines, je fais rien. Et je me pointe au départ. Et là, c'est le cataclysme. Parce que je pense que c'est comme les marathoniens quand ils font New York, ils font Londres ou Berlin. Là, l'émotionnel est... Ah ouais? Ah ouais, c'est un paroxysme. En plus, je le fais avec un ami. Ouais. Avec d'autres amis aussi de Marseille avec qui je cours.
Peut-être que tu le connais, Julien Deschamps. Non. Qui cavale. C'était son premier ultra aussi, Julien. Bon, lui, je crois qu'il le boucle en 26 heures ou 27 heures. Voilà. Et émotionnellement, j'ai été pris parce que, comme tu l'as dit, c'est 10 ans de labeur, à peu près. Ça part à balle. Ouais. À balle. Parce qu'on est parti à 5 kilos, à bloc. J'arrive aux ouches, j'ai failli abandonner. Ah ouais. Malaise, les ouches tremblaient. J'ai failli arrêter. Il faisait une chaleur atroce. J'ai dit, c'est pas possible. Je m'arrête pas au ravito. Parce que j'avais décidé de pas m'arrêter. J'ai dit, tu tires jusqu'à Saint-Gervais. On attaque la première montée. Et là, dans la montée, je me fais doubler. Alors que, bon... Normalement, je suis pas très bon descendeur, mais à monter, c'est compliqué. Et je me fais doubler. Et alors là, le moral, bing. T'es à combien de kilomètres de la course là, à peu près? Aux ouches, j'étais au 10e. Au 10e, ouais, c'est le début quoi. T'es au 10e. La nuit arrive. Donc, commence à, disons, le jour commence à tomber. Et je bascule sur Saint-Gervais. Et tu as une balise. Je crois que si on regarde sur Live-Trail, je dois être sur les 2700 ou 2500 qu'on est au départ. Je dois être 2000 centièmes. Ah ouais. Je suis au fond du Fétou. Au fond du Fétou. J'arrive. Je rigole, mais. Non, mais tu peux en rigoler. Compliqué. Parce que j'arrive mais au fond du Fétou. J'arrive à Saint-Gervais, je suis un peu limite. Et avec Live-Trail, en fait, le ravitaillement des contaminés mangeois, je suis hors barrière. Avec Live-Trail, je suis hors barrière. Avec le rythme et la prévision de Live-Trail, tu te fais sortir. Je saute au contaminé mangeois. J'arrive au contaminé mangeois avant la barrière, on va dire peut-être 20 minutes ou 15 minutes avant la barrière. Donc ravitaillement rapide parce que en fait la barrière te prend à la sortie. Et après tu pars direction, comment on appelle, le col du bonhomme. Et là bizarrement ça revient. Ça revient un petit peu, tu descends le col du bonhomme, tu repars, ça va à peu près, tu redoubles un peu du monde, mais il fait nuit, donc le rythme est bon. Et à 6h du matin, j'arrive en haut du col de la Seigne. Alors c'est magnifique, hein. 6h du matin, le jour se lève, au fond tu es en Italie. Quoi. Sauf que j'avais fait mon calcul sur un vieux tableur Excel. Et en fait, cette année-là, ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté un truc qui s'appelait les pyramides calcaires. Parce qu'en fait, à l'époque, l'UTMB ne faisait pas 10 000. Il leur manquait 400 mètres ou 300 mètres. Et ils nous font passer par les pyramides calcaires. Et les pyramides calcaires, c'est un chantier. Il n'y a pas beaucoup qui y sont passés depuis 2015. Ils n'ont pas, je crois qu'ils n'y sont même pas passés cette année encore. Ils ont l'année dernière. Les cailloux des Calanques, c'est un truc, mais là-haut, c'est des blocos. Ah bon? Ah ouais, il y a des trucs, voilà. Bon. Tu y passes un temps fou. Mais un temps fou. Un temps fou. Il y a 400 mètres de dénivelé. Je crois qu'on a mis 2h30 pour monter et descendre. Ah ouais. C'est garnage. Garnage. Et j'arrive au lac Combal. Et là, c'est l'apocalypse au lac Combal. Il y en a de partout. De partout. Et les gens, au ravitaillement, ils te disent... je crois que cette année, ça va frapper sévère. Et moi, je vois ma montre, je n'étais pas bien. Quoi. Et je repars. Tu montes et après, tu attaques la descente sur Courmayeur. Et là, à Courmayeur, pareil, comme j'avais fait un mauvais calcul, je devais, théoriquement, la barrière horaire, j'avais calculé dans ma tête, elle était à midi à Courmayeur. Et en fait, avec mes prévisions de descente, le temps qui me restait, j'ai dit, je ne vais pas y arriver. Quoi. Et là, le moral a plongé, mais sévère. Et puis, il se passe un phénomène bizarre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je cours avec deux gris-gris sur moi. J'allais te poser la question en fin d'épisode, mais vas-y, tu peux y aller. Je cours avec deux gris-gris. En fait, ces deux gris-gris, c'est mes enfants, en fait, qui me l'ont donné quand j'ai fait mon premier 100 km, au départ de mon premier 100 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTMB.
Sauf que j'avais Mini sur un côté et Mini elle parlait avant. Mais comme elle a subi déjà les Templiers, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. Mini. Et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. C'est pas vrai. Elle reparle. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, comme aurait pu te dire ta fille ou ma fille, je t'aime, ou elle dit I love you. Et je dis, non, c'est pas possible, je continue et elle reparle. Alors soit j'ai halluciné, ou soit c'est réel. Et là, bizarrement, un flash, je regarde mon papier et il me dit, mais c'est à 13h que tu dois arriver à Courmayeur. Et là, je regarde l'heure et je dis, mais c'est bon, tu as 1 heure d'avance. Et je repars. Et j'arrive à Courmayeur. Bon, Courmayeur, j'arrive à midi, il faisait une chaleur accablante. Ouais. Et bizarrement, ma fille avait décidé de faire le ravito. Et j'y reste 3 quarts d'heure dans le ravito. Je mange même pas, j'étais pas bien. Je repars et là je dis, de toute façon maintenant c'est fini, c'est les barrières qui t'élimineront, on est quasiment à la mi-parcours et dans ma tête je me dis c'est les barrières horaires qui vont te virer, quoi. Et je pars et là il faut monter à Bertogne et je pars et bizarrement les sensations reviennent. J'étais pas fatigué mais les sensations là elles arrivent. Et là l'UTMB a commencé. C'est-à-dire que mon UTMB a commencé à Courmayeur. D'accord. Et puis là, après je connaissais le parcours puisque globalement c'est le même parcours que la CCC. Donc je savais où j'allais, il fallait passer l'emblématique Grand Col Ferré, descendre et puis la Foulie et là c'est parti. C'est vraiment parti, je suis rentré dans ma 2e nuit. Et je suis arrivé à Chamonix à 13h le dimanche après-midi, au bout de 43 heures, en me disant tu as failli sauter au contaminement de joie pour 1 quart d'heure et tu arrives à Chamonix avec quasiment 3h30 d'avance sur la barrière finale. Horaire, quoi. Donc c'est là que tu te dis, si physiquement ça va, physiquement ça va, c'est la tête qui commande, donc il faut un peu lutter contre sa tête. Les douleurs, elles ne vont pas s'arranger, par contre la tête peut s'arranger. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives? C'est quoi le premier sentiment qui te vient? Le premier sentiment, c'est... Déjà, tu es accueilli, quand tu arrives à 1h de l'après-midi à Chamonix, tu es un peu comme l'un des premiers, quoi. T'es une rockstar. C'est blindé de monde. Ouais. C'est blindé de monde. Il y en a partout, les gens sont aux terrasses des restos, dans les bars. C'est pour ça que mes 2 potes qui ont fait l'UTMB, ils ont fait 43 heures comme toi. En fait, vous avez calculé votre temps pour arriver au rush. Ben ouais, mais moi quand je suis arrivé pour la CCC, je suis arrivé à 6h du matin. Ouais, et à 6h du matin, il n'y a que les gens qui sortaient de boîte alors. Alors ils sont très festifs, hein. Mais c'est pas la même population. C'est pas la même population, ils sont très gentils, mais c'est pas les mêmes. C'est clair. Donc 43 heures, tu arrives vraiment, tu arrives, tu es libéré de... Tu n'es pas libéré, tu as du mal à réaliser quand même. Tu as du mal à réaliser parce que tu as passé 43 heures dehors, j'ai pas dormi une seule fois. Tu as eu des bas, tu as eu des hauts, tu es redescendu, donc c'est un peu un combat, mais c'était un combat sans souffrir. Tu vois, c'est plus psychologique alors. Ouais, c'est plus une lutte sur les sensations, sur la gestion. Sur la motivation, sur les baisses de motivation. Que vraiment sur l'aspect physique des choses, parce que en fait, physiquement, je ne l'ai pas subi. On va dire, je l'ai plus subi par rapport à des erreurs que j'aurais pu faire sur mon calcul, parce que ben oui, j'avais pas regardé qu'il y avait des pyramides calcaires, quoi. Donc déjà ça, pim, tu prends dans la tête. Hein. Tu t'es trompé d'1 heure sur la barrière horaire de Courmayeur, pim, allez. Voilà. Donc, mais il faut rebondir, quoi. C'est-à-dire que t'es pas venu là pour rester au bord du chemin, quoi. Il faut... C'est clair. Donc si physiquement ça va, ben, le reste va suivre. Et donc après, une fois que cet objectif fondamental, on va dire pour toi, est bouclé, tu te dis quoi? Alors au début tu dis tu vas plus en faire. C'est pas que tu vas plus en faire parce que tu as... Tu dis c'est bon, ça y est, maintenant j'ai fait ce truc-là, j'ai plus rien à prouver. Ouais, c'est pas une question de prouver, c'est que tu t'es fixé quelque chose et puis tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait.
puis en fait, tu es un peu devenu boulimique, quoi. Et de 2015 jusqu'à, bon, hormis cette année, ça a été un peu la course à l'armement. Pas la course à l'armement, mais c'est vrai que tu es dans tes belles années. J'ai 42 ans, voilà, c'est les années où tu peux faire de belles choses sur cette distance-là, quoi. Et donc, tu t'inscris à une, tu t'inscris à deux. De quoi tu dis une ou deux, quoi? Encore des ultras derrière? Ah ouais, des ultras, oui, parce qu'après derrière, 2016, alors en 2014, j'ai rencontré sur l'ultra de Lozère, j'ai fini avec quelqu'un qui m'a demandé de finir avec lui, parce qu'il n'était pas bien, donc j'ai dit on finit ensemble. Et on avait dit on se fera un truc, tous les deux. Mais vraiment tous les deux. On part ensemble et on finit ensemble. Et en fait, on s'est inscrit en 2016 sur le Stevenson. Le Grand Trail du Stevenson. Alors, je ne sais plus si sur ce format-là, il existe maintenant. Et c'est où ça? Eh ben, c'est dans les Cévennes. Tu pars quasiment du Puy-en-Velay et tu arrives à Saint-Jean-du-Gard. Ah oui. En fait, tu fais ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais l'âne de Stevenson. Je ne connais pas l'âne de Stevenson, mais je connais très bien le Puy-en-Velay parce qu'on a une maison de famille qui est pas très loin du Puy-en-Velay. Voilà, donc tu suis un GR qu'a fait Stevenson et c'était 190 km. Mais là, c'était en étape. C'était sur 3 jours. Et on part à 22. D'accord. 22 qui font le 190 et je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine qui font le 150 km. Et on se croise, donc on dort une première nuit dans un gymnase, c'est du bivouac et tous les soirs on se retrouve. Donc on était 40 coureurs sur presque 200 bornes. Et au final, à la fin, on se connaît tous. On finit avec mon compagnon de route. Et à la sortie du Stevenson, arrivé à Saint-Jean-du-Gard, à 200 mètres de la ligne, je me fais le TFL. Et alors j'ai failli ne pas finir. C'est-à-dire qu'à 200 mètres, dans Saint-Jean-du-Gard, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus marcher. J'ai explosé. Le TFL vient au bout de 190 km à 200 mètres de l'arrivée. C'est ça. Tu veux le faire exprès, tu n'y arrives pas. Non, mais en fait, je vais pas incriminer quelqu'un, mais je vais incriminer mon fils. Il est venu me voir à l'arrivée, et il a couru, sauf qu'il est parti à 5 kilos. Et 5 kilos au bout de 3 jours de course. Le TFL, il n'aime pas. Son vieux père, il n'a pas aimé. Et le TFL, encore moins. Et le truc, c'est qu'on a vécu une super aventure, c'est super génial. Après, je finis en marchant tranquillement, mais après, il n'y avait pas spécialement de course, parce que 22 coureurs sur une course, c'est plus de course. On se connaît tous, on discute, on échange. Il y a même une anecdote, quand on fait la dernière nuit, on devait arriver à Florac. Les organisateurs ont eu un souci. La ville de Florac leur avait promis un gymnase, sauf que le gymnase, quand ils sont arrivés, eux, pour installer, il y avait un mariage. Ils ont été obligés de trouver un gîte. En urgence? En urgence. Pour mettre 40 mecs. Pour mettre 40 mecs. 40 mecs, sauf qu'il n'y avait que 20 lits. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que les gars du 150 km sont arrivés avant nous. Et en fait, ils ont laissé les lits à tous ceux qui faisaient le 190 km. Oh, c'est beau. On est arrivé avec Didier et les gens nous ont dit vous inquiétez pas les gars, on est arrivé, vos lits sont faits, vous avez vos sacs. C'est beau. Voilà, c'est un peu l'esprit qu'il y a eu sur cette course. Et puis quand on est arrivé tous à Saint-Jean-du-Gard, bon, voilà, c'était cet esprit-là, les gens nous attendaient. On a bu des bières ensemble, mangé de la pastèque, voilà. Et donc je me blesse, mais je m'étais inscrit en septembre sur une des courses qui commence un peu à pointer son nez, c'est l'Ultra Trail du Mercantour. Ah ouais. Et là je m'y pointe avec ce TFL et j'en prends le départ quand même parce que je gère tout l'été, je ne m'entraîne pas parce que j'avais fait 190 km en juillet, donc je ne m'entraîne pas, je gère le truc. Je m'y pointe avec, pas de douleur, mais une sensation de gêne. Et j'abandonne là où ils vont partir cette année, là, à l'Evens, au 36e kilomètre. J'abandonne parce que j'avais zéro sensation dans la descente. Sauf que l'UTCAM, quand tu le fais, plus ça va, moins ça va, quoi.
En plus, il fait chaud en règle générale. Il a fait super chaud. Ouais. Il a fait super chaud, mais le problème c'est que c'est une traversée, donc tu pars du niveau de la mer et tu arrives à 1000 mètres d'altitude de plus, donc tu fais 1000 mètres positifs de plus que de négatifs. Ouais. Donc tu fais plus monter que descendre. Et plus ça va, plus le ratio augmente. Donc, si là, tu pars que t'es pas bien. Ouais, quand t'es pas bien, là voilà. Et bizarrement, j'étais avec Jean-Marc, aussi un copain, disons un papa d'un minot qui était au rugby avec moi, et Jean-Marc lui s'était fait la cheville aussi un peu avant, et on abandonne tous les deux à l'event. Donc bon, et donc cette année-là, c'était 2016, on va dire, j'ai fait ça, et puis il y a eu 2017. Alors 2017, ça a été, voilà, là par contre j'ai fait, je pense, un peu n'importe quoi. Ce que je vais vous raconter, il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le faire parce que, bon, après il y a eu 2018, mais 2017, c'est, voilà, 2017, je fais la montagnarde. La montagne hard, H-A-R-D à la fin, c'est comme ça qu'elle s'écrit cette course. Je fais la montagnarde, je fais l'UTCAM. C'est quoi? Tout ça, ce sont des ultras. Oui, la montagnarde, c'est 110 km et 8000 mètres de dénivelé. Ah oui. Ouais, c'est 8100 mètres de dénivelé ou quelque chose comme ça. Je fais l'UTCAM. Et l'UTCAM, bon, je sais pas, moi j'ai fait 145 km, mais moi j'avais quasiment 11 000 mètres de dénivelé à ma montre. Donc j'ai quasiment mis le même temps qu'à l'UTMB. Je crois que j'ai mis 41 heures ou 42 heures. Avec 25 km de moins. 25 km, sauf que j'avais 1000 mètres de plus. Je fais 2017, je fais le Bourbon à La Réunion. Donc le 100 km de la Diag, voilà. C'est ça? Enfin, le 100 km du Grand Raid de La Réunion. Raid. Je fais le Bourbon. Superbe course, je le fais avec, pareil, avec un ami qui vit là-bas. Et derrière, je fais la Saint-Élion, mais là, je fais la Saint-Élion en relais. Donc 3 ultras. 3 ultras, combien de mois d'intervalle entre chaque? Juillet, septembre et octobre. Ça fait beaucoup. C'est un peu chargé. Ouais. C'est un peu chargé. J'ai un peu exagéré cette année-là, et 2018, je pense que c'est un peu pareil. J'ai un peu exagéré en 2018 parce qu'en 2018, je fais l'X Alpine en Suisse, qui est un 110 et pareil 8000. Verbier, c'est ça? Verbier. Ce trail magnifique. Mais ouais, c'est cataclysmique, hein. C'est très très dur. Franchement, je fais Verbier, je fais l'UT4M Challenge. Donc là, c'est 160 en 4 jours. Ouais. Je fais le half marathon des sables. Au Pérou? Non, pas au Pérou. J'ai pas fait le Pérou. J'ai fait Fuerteventura. Ah oui. Alors, les Canaries. À Gran Canaria. Et déception sur le concept. De très très belles rencontres là-bas. Ouais. Voilà, j'ai des amis qui aujourd'hui, souvent j'ai tendance à parler de mon binôme à l'heure actuelle. J'ai découvert mon binôme Fred qui se reconnaîtra là-bas. Là-bas. Ouais. D'accord. On s'est rencontrés à l'aéroport. Hein. On se connaissait pas. D'accord. On s'est rencontrés à l'aéroport. Une anecdote, hein, j'ai failli, Fred, si tu t'en souviens, j'ai failli casser la machine à boisson. Et en fait, on s'est retrouvés à Madrid dans l'avion. Et puis... Vous vous êtes reconnus grâce à vos montres de trail, forcément? Non, au sac surtout, parce qu'en fait, on se promenait avec nos sacs parce qu'il fallait surtout avoir son sac. Les affaires, on s'en foutait, mais il fallait surtout avoir notre sac de course pour là-bas, quoi. Donc en fait, tu reconnais les gens à ça. Et puis voilà, donc j'ai retrouvé des copains d'Instagram, Guillaume et Mylène, à Madrid. Et puis voilà, on a bourlingué pendant 4 jours dans le pseudo-désert, parce que c'est pas spécialement du désert, et après on a passé 3 jours ensemble à faire les cons, et maintenant on est toujours en contact, quoi. Donc ça c'est 2018, grosse année aussi, grosse année chargée, quoi. Ouais, trop. Et là tu te dis, dans ta tête, là en ce moment c'est trop. Ouais, tu sens que les douleurs arrivent, tu sens que tu abuses, tu tires sur la machine. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Tu en fais trop, quoi. Parce que même un athlète professionnel, il ferait pas autant. Et nous, on travaille à côté. C'est ça, tu vois ce que je veux dire,
Moi, je fais mes heures de boulot normales, et puis derrière, il faut aller s'entraîner, il faut faire les sorties. Quel investissement quand même pendant 2 ans de faire 3 ultras par an. Après, entre-temps, tu t'entraînes pas trop. Tu fais juste de l'entretien, tu uses pas la mécanique, quoi. Mais tu vis tellement de belles aventures. Oui. Parce que, bon voilà, l'X Alpine, je l'ai vécu tout seul, parce que c'était en 2017, non, 2018, l'X Alpine, c'était mon objectif de l'année. Parce que je voulais vraiment le faire, c'était une course qui me faisait rêver, parce que c'est des paysages magnifiques, c'est une autre version du massif du Mont Blanc, parce que tu le vois d'une autre façon. Puis bon, après, c'est un chantier. Hein. Quand tu fais ta première ascension, elle fait quasiment 2000 mètres de dénivelé sur, je crois, 9 km. C'est un chantier, quoi. Et puis après, c'est vrai, tu les as enchaînés, tu fais l'UT4M. Quand tu finis ta saison, tu te dis, ouais, non, tu n'as rien. T'as pas de blessure, mais c'est quand même déconné, quoi. Tu joues un peu avec ta santé. Et donc 2019, je dis, on va freiner. 2019, on freine. Tu t'es inscrit à un ultra. Et puis comme je suis quelqu'un de défi, j'ai dit, tu vas faire ton premier triathlon. D'accord. On va quitter un peu le monde du trail. Tu fais ton ultra en juillet. J'ai fait Qui était lequel? Le Beaufortais, l'Ultra Tour du Beaufortais. Je le conseille, je fais pas de la pub pour personne, mais celui-là, il n'y a qu'une distance, c'est un 110, il n'y en a pas d'autre. Soit vous le faites en relais, soit vous le faites seul. Et puis j'avais décidé de me tester au triathlon. Et je m'inscris au Ventoux-Man. Donc le Ventoux-Man, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux préciser Le Ventoux-Man, c'est pour ceux qui sont adeptes du triathlon, c'est la distance d'un half Ironman, parce que Ironman c'est une marque. Sauf qu'on fait 2 km dans l'eau, on fait 95 km à vélo, sauf que dans les 95 km, il y a l'ascension du Ventoux. D'accord. Et arrivé en haut du Ventoux, on fait un semi-marathon à la station du Bon-Seret. Un semi-marathon dans les cailloux. Avec 300 ou 400 mètres de dénivelé, c'est pas très. On fait 4 petites boucles. Sauf que je sais pas nager 1 km. Je sais pas nager 1 km. Donc quand je me suis inscrit en 2018, j'ai commencé un peu à nager durant ma préparation pour le Beaufortais. J'ai fait un swimrun. Un effort, un très très joli effort. Je fais abstraction de la course à pied. Je me dis, de toute façon, on y va comme ça pour la course à pied, sauf qu'il faut se mettre à faire du vélo. Et puis il faut surtout se mettre à nager. Sauf que je sais nager, sauf que je sais pas nager 1 km. Eh oui. Nager en piscine, c'est hors de question. J'y suis allé en hiver, j'ai failli me battre. Oui, non, c'est une horreur. C'est un concept. La piscine municipale est un concept. Non, mais voilà, c'est un peu. Bon, ceux qui font de la piste, c'est un peu les mêmes personnages. Disons, c'est pas les mêmes personnages. Je veux dire, pour moi, c'est le même effort et j'y prends pas de plaisir. Voir le fond et les carreaux, j'y prends pas de plaisir. Donc, je me suis entraîné en mer. Donc, nager en mer. C'est pas facile. Ah ben non. Pour apprendre la technique, je me suis pointé en sachant nager 2 km et en me disant, de toute façon, il faut sortir de l'eau. Hein. Tu as 1h05 pour sortir de l'eau. Il y a les barrières, c'était 1h05 la barrière là? Ouais, la barrière pour sortir de l'eau, c'est 1h05. Et je sors en 45 minutes, je crois. 45 ou 5. J'ai jamais nagé aussi vite. Bon, après, c'est l'euphorie. Hein. Ouais. Mais bon, le départ d'un triathlon, c'est la guerre. Ah oui. Le départ d'un ultra, c'est guinguette. Parce que tout le monde rigole, le départ de triathlon, c'est la guerre. Et à la première bouée, c'est un carnage. Tu finis avec des griffures sur la main. D'accord, moi j'ai réussi à échapper à beaucoup de choses. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un carnage. Et je sors de là, et après tu montes sur ton vélo. Et il faut savoir que j'ai tendance à jamais reconnaître une course. Ouais. Par contre, le Ventoux, je l'ai reconnu. Je connais le moindre caillou. Mais pas jusqu'au sommet. C'est-à-dire que je n'étais pas monté en haut avant la course. Et
Tu montes sur ton vélo et tu pars, sauf que j'arrive à Bédouin et à Bédouin je me dis, tu es arrivé trop tôt, tu vas le payer. Pourtant j'étais bien, hein. J'ai dit tu vas morfler. Et j'ai morflé. L'ascension du Ventoux, parce que comme je disais au début, j'ai fait du vélo dans ma vie. À 16 ans je montais le Tourmalet, hein, mais... pas après 2 km de natation. Ouais, mais bon, avec 35 bornes dans les jambes quand même. Mais bon, là, tu en avais 60 aussi avant d'arriver au pied du Ventoux. Tu en as 60. Et là, j'ai dit, tu vas le payer. Tu vas le payer parce que comme tu connais le parcours, tu vas le payer. Et ça n'a pas loupé. Mais je l'ai payé à 500 mètres du chalet Reynard. Je ne sais pas si tu connais l'ascension. J'y étais la semaine dernière. Il y a une petite épingle. Et après, c'est un peu plat. À 500 mètres du chalet Reynard, extinction des feux. Extinction des feux. Je me suis arrêté, j'ai posé et je me suis allongé par terre. D'accord. Il y a très peu de cyclistes qui se sont arrêtés. Messieurs, c'est pas très joli. Il y a juste une personne qui s'est arrêtée, qui m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui, vous inquiétez pas, je prends mon temps. Je suis à l'aise sur la barrière, donc je m'affole pas. Et j'arrive au chalet Reynard. Et au chalet Reynard, c'était Verdeuil. Il y avait un monde qui était pas bien, il y en avait 2 ou 3 qui étaient allongés avec des couvertures de survie, où j'ai dit je reste pas là. Il te reste 6 km, on va pas y passer la semaine. Donc, et je repars du chalet Reynard et puis je finis ça tranquillement et tu arrives là-haut, tu n'as jamais vu le sommet, tu t'arrêtes pas, j'étais oxydé quand je suis arrivé en haut, j'ai dit la course à pied ça va être compliqué. Au final la course à pied se passe super bien et tu finis le triathlon et là tu te dis c'est pareil que le marathon, ça va pas être ma distance, ça va pas être mon effort, ça va pas être ta mentalité. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas mon effort, c'est l'investissement d'entraînement qui est terrible. Quand je prépare un ultra, les grosses semaines je cours entre 12 et 13 heures par semaine. Tu fais une grosse sortie de 4-5 heures, on est d'accord. Hein. Voilà, et puis tu vas faire un bloc 2 semaines avant, tu montes à 13. On ne dit pas qu'un ultra c'est facile à faire, attention. Moi je sais pas. Non. Je dis pas ça, sauf que le volume d'entraînement, on croit que c'est énorme. Mais le triathlon, je n'ai pas tout fait et je suis monté à 19 heures d'entraînement. Entre le vélo, la natation, la course à pied, disons 19 heures. Le renfort, le machin. Par semaine. Ouais, ça et j'ai pas tout fait. Ça occupe. C'est-à-dire que on m'avait donné un plan d'entraînement, j'ai pas tout fait. Parce que j'ai pas le temps, quoi. C'est trop. Et je n'ai fait que, comme on dit, un half. C'est-à-dire que je n'ai fait que, on va dire, la moitié de la distance reine de ce sport. Je sais pas comment il faut. Donc je suis arrivé là-haut, je l'avais fait, j'étais content parce que c'était pareil, c'était une connerie de décider ça comme ça une année avant. C'est une connerie. Mais tu arrives là-haut, tu es quand même content de l'avoir fait, mais ouais, je vais pas y regoûter, quoi. D'accord, c'est pas ton monde. Ouais, c'est pas mon monde, ouais, parce que bon, après, je vais pas balancer sur les esprits, mais c'est pas pareil. On fait pas pareil. Voilà. Ils sont bien dans leur truc, c'est super, sauf que moi, j'ai besoin de me détendre, de déconner. C'est un peu stressant, c'est un peu oppressant comme système, quoi. L'esprit de compétition est beaucoup plus présent, je pense. Ça n'a rien à voir. Ouais, puis alors après, je vais parler des prix. On peut parler de prix. Hein. Je veux dire, pour s'inscrire à ce genre de distance, c'est aussi cher que s'inscrire à l'UTMB. Et l'UTMB, c'est le Graal, quoi. Disons. Je vais peut-être pas le Graal, mais je veux dire, c'est la distance. L'UTMB, c'est l'événement mythique du trail running quand même. Hein. Voilà, ouais. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire, on peut dénigrer ou quoi que ce soit, mais ça reste quelque chose de très important. Et le dossard est cher, mais derrière, moi, je dirais que ça peut s'expliquer parce que il y a une entreprise, et puis il y a une organisation, et je veux dire, on est toujours en sécurité. J'ai fait, je ne vais pas parler de Fuerteventura, on a payé un dossard, et je ne me suis pas senti en sécurité. En plein milieu d'un désert. Voilà. Donc ça fait du bien de le rappeler. Non, mais voilà, c'est moi, je suis absolument d'accord. Je suis pas un fanat des grosses structures.
Mais au moins, quand on a payé un dossard de 250 ou 270 €, on part. Au ravitaillement, on n'est pas emmerdé. Il y aura en haut des montagnes, tu as des cabanes pour les mecs si jamais tu n'es pas bien. Bon voilà, quoi, je veux dire, tu pars, tu es en sécurité. Il y a des courses où tu payes quasiment le même prix et c'est... Sans commune mesure. Non, ça n'a rien. Voilà. Donc ouais, le triathlon, non. Non. Et donc tu reviens là, 2020, du coup, malheureusement, tu comptais faire quoi cette année à part ce fameux Covid là qui nous a un peu tous bloqués dans nos objectifs? Ben, j'avais pas spécialement coché quelque chose, sauf au dernier moment, en fin d'année 2019. Parce qu'en 2018, j'ai fait l'UTLO en Italie. UTLO ? L'UTLO, c'est du côté des lacs... comment ça s'appelle ? Oh pétard. Les lacs majeurs. Très très joli trail. Petite organisation, mais très très sympathique, avec plusieurs distances. Et j'y suis allé pour accompagner une copine qui venait d'Israël, qui m'a demandé à la dernière minute de venir l'accompagner. Moi, je sortais de plusieurs ultras et elle m'a baissé. Je rentrais de Fouerté, elle m'a dit viens, mais j'ai dit ouais, mais on y va. Et elle voulait faire une distance de l'UTMB. Mais sauf qu'elle ne se sentait pas de faire l'UTMB. Et on s'est inscrit à la dernière minute à la TDS. On s'était inscrit en groupe. Et on a été tiré au sort dès le premier coup. Donc en fait, cette année, on aurait dû participer à la TDS en fin d'année. D'accord. Et comme le Covid est arrivé... on aurait pu se croiser à Chamonix, moi étant sur l'OCC, toi sur la TDS, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc oui, on n'aura pas l'occasion de se croiser, malheureusement, à l'UTMB. Peut-être du coup en 2021 pour toi ? Si la copine décide de le faire, j'y retournerai. Si elle n'y retourne pas, j'irai peut-être pas. Vu un peu le coup en or qu'ils nous ont fait, je suis pas... voilà. On va en parler 2 minutes. Qu'est-ce que tu penses de la décision de la direction de l'UTMB Enfin, décision. C'est mon point de vue, il est un peu partagé là-dessus, c'est c'était écrit dans le règlement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc l'UTMB a été annulé à cause du Covid. Le remboursement des dossards ne sera fait qu'à hauteur de 55%. Et donc ça a posé de nombreuses réclamations dans le milieu du trail. Moi je suis un peu partagé, donc je sais pas toi ton point de vue. Je suis partagé parce que c'est pas ça tire pas vers l'eau sur le sujet, c'est-à-dire que j'ai été inscrit avec un copain pour son anniversaire pour refaire l'ultra de Lozère. Il était en plein confinement puisqu'il avait lieu le 26 mai. Donc, et là, on est réinscrit automatiquement pour l'année prochaine. Avec ça ne nous coûtera rien. Et là, je trouve un peu dommage que l'effort soit pas plus important. Je suis d'accord. Voilà. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Voilà. Moi, c'est pour ça que effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends la position de l'UTMB, voilà, le règlement, etc. Mais c'est un peu aller jusqu'au bout de la logique et c'est un peu dommage. Voilà, c'est une vitrine quand même. Je veux dire, c'est une vitrine de sport. Je sais pas si on avait peur de ne pas avoir les étrangers. On aurait peut-être, moi j'ai eu discuté avec des copains. On aurait peut-être, moi j'ai imaginé un truc, c'est que il y a le souci de ceux qui sont automatiquement pris l'année prochaine. C'est-à-dire que si nous on décide de tous y aller, on est quasiment repris. Et ceux qui étaient automatiquement repris, c'est-à-dire qu'au lieu d'être, je ne sais plus combien on était au départ, 2000, on va rajouter cela. On aurait peut-être pu trouver un mix, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu le faire, parce qu'il va y avoir des courses qui vont se faire, je pense. Mais peut-être qu'on aurait pu le faire qu'avec la frange française. C'est-à-dire que peut-être poser la question, on avait le temps de s'organiser, je pense.
Peut-être, hein, je dis ça, mais... Alors moi sur cet aspect-là, moi je me prononce pas trop, puisque au niveau organisationnel, je sais pas comment, à quels paramètres ils ont dû faire face, etc. Donc je peux pas me permettre, moi personnellement, de juger ou de critiquer cet aspect-là. Moi effectivement, je pense qu'aller sur le thème du remboursement partiel, voilà, aller dans la logique jusqu'au boutiste d'appliquer le règlement à la lettre, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Après bon, on connaît pas tous les tenants et les aboutissants, donc non, c'est moi, ça va pas être simple non plus, quoi. Honnêtement, c'est vraiment cet esprit-là qui me gêne, c'est-à-dire que ben voilà, oui, il y a le règlement et puis à côté, je pense qu'on peut faire des efforts, et je pense que ça aurait peut-être enlevé une part de polémique sur l'aspect grosse machine. Aussi. Et que là, ça va la renforcer. J'ai peur que ça la renforce. Malheureusement, alors que c'est une course que moi je trouve très très belle, très bien organisée. C'est une machine, hein. Non, mais moi j'ai eu la chance d'en faire 2, donc je vais pas tirer à boulet rouge sur le sujet. C'est un endroit, c'est une super organisation, c'est très convivial. Les bénévoles qui sont là, ils sont là H24, on manque de rien, on est les rois du pétrole quand on fait cette course. Et que ça soit du premier au dernier, on est les rois du pétrole. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Ouais. On va changer un petit peu de sujet. On te voit énormément sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est là où je t'ai connu et j'ai vu un petit peu ce que tu proposais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta communauté, comment elle s'est construite et voilà, comment tu vois un peu cet aspect-là? Ma communauté, elle s'est construite vraiment. C'est vraiment que du feeling, quoi. Je suis là vraiment pour essayer de vraiment pour partager comment je vis mon truc. Alors c'est vrai que c'est assez désordonné, c'est souvent sur des coups de tête, sur une envie, c'est pas très structuré, et on va dire que ma communauté c'est un peu pareil, c'est que les gens ils ont un peu adhéré, on va dire, à mes dingueries, parce que je pense qu'on est capable de faire de belles choses tout en s'amusant. Voilà. Et je n'ai pas changé mon fonctionnement de ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je travaille. Je n'ai pas une hygiène alimentaire irréprochable. Digne d'un triathlète de moyen niveau. Ni d'un ultra-trailer de haut niveau. Il faut en être conscient. Alors bon, j'ai la chance d'avoir peut-être un physique qui m'arrange, mais voilà. Et donc je me suis plutôt... c'était vraiment, au départ, c'est pour t'amuser, pour vivre un truc, pour le faire partager, parce que j'ai quand même fait de belles choses, donc c'est quand même bien de partager avec les gens, et puis ça m'a permis d'en rencontrer d'autres, de pouvoir alors donner de mon expérience. C'est pas de l'expérience que je veux donner, c'est de mon vécu en fait. C'est-à-dire je veux pas te donner de conseils, j'ai pas de conseils à donner, parce que j'aurais plutôt tendance à dire il faut pas vraiment suivre ce que je fais, parce que c'est mon fonctionnement et c'est pas structuré, disons. C'est faux, parce que je fais quand même des choses de façon régulière, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas une rigueur mathématique à tout ce que je fais. Je le fais vraiment au plaisir, au feeling, quoi. Et la communauté te le rend bien? Ouais. Après j'ai un retour sympa. Après bon, sur tous les réseaux il y a du bon et du mauvais, mais voilà. Les choses vivent, et comme j'ai tendance à dire, j'ai une autre vie à côté, quoi. J'ai ma vie, quoi. J'ai une vie professionnelle. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Taz? Pourquoi le Taz? Comme j'ai dit, quand j'étais gamin, il y a les Looney Tunes, et il y a une bestiole qui s'appelle le Taz, qui tourne sur elle-même et qui fait un peu n'importe quoi et qui part dans tous les sens, et c'est un peu moi, quoi. Pour exemple, on va peut-être revenir en arrière sur ma genèse du sport, mais j'ai fait mon premier 19 km, j'avais 15 ans, quoi. De course à pied, parce que sur un coup de tête, ils voulaient m'arrêter au premier tour, et puis tout compte fait, j'en ai fait 3, quoi. Voilà, à 17 ans, j'ai fait les 24 heures à pédalo de Istres. Voilà, parce que tu tiens pas en place. J'ai du mal à tenir en place. Je suis un boulimique de la vie, un boulimique de faire des choses, mais je les fais pas pour les autres, je les fais pour moi, parce que tu en ressens le besoin. J'en ai besoin. Alors comme
tu m'as posé la question sur le confinement, j'aurais pu mal le vivre. Mais en fait, je me suis imposé d'aller au travail. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir le télétravail. J'aurais pu le choisir. Mes employeurs avaient mis tout le monde au télétravail, mais bon, moi j'ai décidé avec eux de retourner au travail tous les jours. Ça me permettait, d'être dehors. Bien sûr. Parce que ça aurait été compliqué sinon. Ah oui, là je pense que ça aurait été très très compliqué. Parce que j'ai du mal à tenir en place. Ça c'est une certitude. Et le loup ? Le loup, après, c'est parce que j'aime... Le loup, je précise juste parce que sur la majorité des posts Insta et Facebook de Cyril, il se présente comme le loup. Ouais, le loup, parce que c'est la seule représentation sur les émoticônes qu'on peut avoir qui pourrait se rapprocher un peu du Taz. Voilà, et puis après, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien l'obscurité, j'aime bien courir la nuit. Et puis, quand j'ai fait la montagnarde, j'en ai croisé. Oh. De là, personne ne le verra, mais de là à l'arbre. D'accord. Au départ, j'ai cru que c'était une hallucination. Au départ, j'ai cru que je sortais, pour les gens qui connaissent un peu le coin, au bout des Contamines Montjoie, il y a Notre-Dame de la Gorge, qui est un des passages de l'UTMB aussi, mais on passait aussi là avec la montagnarde, et on remontait sur la droite, et c'était une nuit noire, c'était minuit. Et dans un chemin, j'étais tout seul, parce que la montagnarde, on n'en est pas nombreux. J'étais tout seul, et je vois deux yeux. Alors les yeux, c'est quand tu cours la nuit, tu es habitué, donc c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Mais là, ils étaient un peu gros quand même. Ils étaient un peu gros, et puis ils me fixaient, et j'ai avancé, donc tu fais ton truc. Au départ, j'ai pas imaginé, quoi. Et puis, se forme à traverser. Et là, j'ai compris, j'ai vu quelque chose d'un peu plus grand qu'un chien, et puis qui tournait autour de moi. Et là, j'ai pas été spécialement rassuré. Donc pendant un moment, pendant 20-30 minutes, tu regardes derrière toi, en fait, tu marches presque à reculons, quoi. Oui. Mais tu avances, et je rattrape un groupe. Et à un moment, il s'arrête, et donc je m'arrête avec le groupe, et on tape la discute. Ils mangent un morceau, donc je m'arrête avec eux, et puis on tape un peu la discute, et je leur dis, j'ai une question à vous poser. Vous auriez pas vu une bestiole? Il m'a dit, tu l'as vu, le loup? J'ai dit, c'est bon, ça me rassure, je suis pas taré, quoi. Ouais. Donc voilà un peu le loup, pourquoi, l'émoticône, et puis voilà le loup que j'ai croisé durant la montagnarde. Voilà. Et puis voilà, j'ai rajouté à côté, je rajoute le tourbillon, parce que ça... ça représente le Taz, quoi. Voilà, ça part dans tous les sens. Je vois aussi que tu es très impliqué avec l'association. Tu es très impliqué avec la Run Eco Team. Alors je sais pas si c'est ces derniers temps ou si c'est depuis longtemps, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet aspect-là? Alors déjà expliquer ce qu'est la Run Eco Team. Et ensuite, le concept de la Run Eco Team, c'est essayer de donner sa contribution, on va dire, un peu à la gestion des déchets, mais sur un instant T, c'est-à-dire que pour éviter que ça traîne. Lors d'une sortie, on essaye de ramasser un déchet. Voilà. D'où le un run, un déchet. Alors moi, j'ai tendance à dire que je fais ça depuis toujours. Parce qu'en montagne, j'ai toujours ramassé tout ce qui traînait, c'est-à-dire que je ne pouvais pas supporter qu'il y ait un papier en montagne. Donc en fait, je l'ai toujours fait. Et puis eux sont arrivés et ils sont venus me voir pour essayer de... Et moi, j'ai publié parce que je trouve que c'est important, c'est-à-dire que on voit tellement de choses ramassées. Et j'ai en image un jour... En fait, j'ai adhéré à ce principe-là parce qu'un jour, mon fils, en sortant d'un magasin, on était sur un parking, et mon fils, il avait 3 ans, il marchait à côté de moi, et puis il s'arrête et il commence à ramasser 2-3 trucs. Je regarde et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais papa, je fais comme toi. Et alors là, c'est là où je me dis, la part éducative est importante. Bien sûr, moi, elle est fondamentale même. Je ne suis pas de cette génération-là, mais j'en discutais encore avec mes parents le week-end dernier. Vous ne m'avez jamais inculqué ça? Jamais de la vie. Mes parents m'ont jamais inculqué à ramasser les déchets, ou que ce soit, ou ne serait-ce... Alors peut-être qu'ils m'ont toujours inculqué qu'il fallait les récupérer. Ou pas les jeter. Et pas les jeter. Ça c'est sûr, parce que mon papa faisait des courses
d'endurance à cheval. Et on faisait souvent des barbecues, des machins, on était dehors et chaque fois qu'on partait, on remettait en état comme on était arrivé, quoi. Ce que je ne vois plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les jeunes font des fêtes et c'est normal, ils ont le droit, ils peuvent profiter de la nature, j'ai pas de souci avec ça. Et c'est même très très bien parce que ça crée des communautés, mais au moins qu'ils aient le respect de remettre en état ce qu'ils ont trouvé. Parce que j'étais encore, c'était hier soir, j'étais à la plage. Le matin, je la vois à la plage et je la vois le soir, mais c'est un carnage. Les gens ne se rendent pas compte que ceux qui laissent, ça va directement dans l'eau. Et s'il n'y a personne qui les ramasse, ça va directement dans l'eau. Alors si on attend que les gens les ramassent, pourquoi ne pas les ramener chez nous? Bien sûr. Pourquoi ne pas directement les c'est évident. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ils sont venus me voir et puis bon, peut-être que ma psychologie, ma philosophie les a intéressés. Et puis voilà, et puis je trouve que voilà, ça coûte rien de communiquer sur le sujet. Ça m'a, entre guillemets, ça m'apporte rien de plus. C'est moi, quoi. J'ai toujours mon sac. Quand je vais courir, je ramasse toujours quelque chose qui traîne. Parce que pour moi, ça m'insupporte. Voilà, j'y arrive pas, quoi. C'est voir un déchet par terre, c'est... Voilà, alors il y a différents systèmes qui existent. Il y a un déchet par jour, la Trail Runner Foundation, voilà. Mais tout ça, voilà, tous ensemble. Mais en fait, il ne faudrait pas que nous, on existe. Et oui. Le but, il est là, c'est qu'il faut qu'on puisse communiquer sur le sujet et que les enfants... Mais je pense que les nouvelles générations seront bien meilleures. Je l'espère. Hein. Je l'espère aussi. Je l'espère, hein, parce que, bon, après, je regarde peut-être par un petit trou de la serrure, mais j'ai envie d'être positif sur le sujet. C'est que, à force d'être... Puis ils ont eu beaucoup de prévention que nous, on n'a pas eu aussi. Hein. Moi, je vois ma fille qui a 12 ans, à l'école, elle a reçu beaucoup de séances de prévention sur ce sujet-là. Donc, nous, ou alors c'était exceptionnel d'avoir un cours de prévention sur ces sujets écologiques. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de comprendre la problématique et moi aussi je suis assez positif, assez optimiste là-dessus. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut continuer. Et puis, alors, incriminer, je sais pas, il faut juste dire que c'est pas bien, que voilà, il y a des poubelles qui existent. C'est vrai que quand on ramasse ça, on fait pas du tri sélectif, mais la première étape, c'est déjà de pas mettre. Et après, on rentre dans un choix de tri sélectif, et puis ainsi de suite. Alors moi, je suis pas, je suis pas un écolo. J'essaye de faire la petite part. Un petit peu. Je suis loin d'être exemplaire. De toute façon, personne n'est d'être exemplaire sur ce sujet-là. Personne n'est irréprochable. Hein. Voilà. Je veux juste essayer de minimiser au maximum. Bon, après, j'ai des gros travers. Il faudrait peut-être que j'arrête de boire de la bière, j'arrêterai de jeter du verre. Mais... Non, bien sûr. Sur ce principe-là, il faut être très humble, et bien se rendre compte aussi qu'on est tous quelque part pollueurs. Hein, malgré tout, mais effectivement, ne serait-ce que d'avoir l'idée de faire au moins un petit geste ou plusieurs petits gestes dans la journée ou dans sa vie, ça fera peut-être changer doucement les choses, mais ça les fera changer, quoi. Oui, bon, je vais parler de Marseille. Je trouve que Marseille est un peu plus propre qu'avant. Voilà. Je confirme. Alors, il y en a, ils vont dire, c'est pas possible. Moi, je vous dis, je suis là depuis 96. Oui. Moi, je dis, Marseille s'embellit, avec beaucoup de retard. Mais ça m'aide. Lentement, mais ça change. Voilà. Ça change. Cyril, on arrive doucement vers la fin de notre entretien. Qui a été un peu long, mais c'est normal. Tu es le premier invité que je revois en vrai depuis le début du confinement. Donc du coup, on avait besoin de parler en physique. Hein, ça fait du bien de se parler. Ça fait du bien de voir du monde. Se parler autre que par Skype ou autre moyen. Est-ce que tu veux évoquer un dernier sujet avant de... Non, je te dis, moi... Je suis ravi de t'avoir rencontré et puis moi aussi. Je suis, je vais dire honoré que tu puisses penser à moi. Si, quand même pas. Si, non, parce que tu as un joli projet, comme je t'ai dit tout à l'heure, on était hors micro. Tu as quand même rencontré des gens, c'est un peu des gens connus dans notre milieu. Moi, je suis un illustre, on va dire un illustre inconnu, un humble finisher. Voilà, je suis pas un performeur. Je suis un amuseur si on veut. Mais ouais,
Je fais ça avec passion, voilà, tout simplement. Quoi. En tout cas, le but premier du projet, c'est de faire parler tout le monde. Et je suis ravi que tu sois venu me rencontrer. On va finir par les questions rapides. Tu les attendais, celles-là? Oui. Allez, c'est parti. Donc, des réponses courtes et pas d'arguments. Hein. Plat favori après la course? Pizza. Boisson favorite? Bière. Ouais, pas de doute, c'est bien. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? J'aurais tendance à dire pas grand-chose. Sauf au ravito. Donc ça sera du tuc, de la charcuterie et du fromage. Donc, et de la soupe. Tu es plutôt terre ou caillou? Caillou. Tu préfères courir en France ou à l'étranger? Je dirais la France. Bien que j'ai découvert 2-3 endroits à l'étranger, mais je suis attaché à mon pays parce que j'ai tendance à le connaître et il est beau. On a de quoi faire. Racine ou verglas? Racine. T'aimes pas le verglas? Pourtant t'es un montagnard peut-être. Non, mais après, je pourrais raconter l'ascension du Mont Blanc, oui, voilà, mais j'ai fait une fois le Ventoux en hiver, en courant, le verglas, on court pas beaucoup. Hein. C'est sûr. On fait du patinage. Tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais courir de nuit ou de jour? Nuit. L'hiver ou l'été? L'hiver. Alors, podcast, musique ou rien du tout? Rien. J'écoute les cigales. Seul ou accompagné? Je te dirais, dans les années 2000 tout seul, mais depuis que je me suis mis un peu sur les réseaux sociaux, et puis avec le hashtag partage ton trail, j'ai tendance à plus vouloir partager parce que c'est pas que j'ai fait le tour de la question, mais j'ai envie de profiter plus des moments qu'on peut vivre en convivialité. Ouais, Et dernière question, le Taz ou le loup? Le Taz. Le Taz, forcément. Cyril, je te remercie énormément. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer et on a passé un agréable moment. On est alors, pour décrire un peu la situation, on est dans le parc du Griffon à Vitrolles. On a retrouvé un petit coin à l'ombre, tranquillement. On entend le bruit, je ne sais pas si vous allez entendre dans l'enregistrement, on entend les cigales au loin. On était bien. Ah, on était pas mal. On était pas mal. On était pas mal. Je te remercie énormément. Merci à toi surtout, Nico. Je t'en prie. C'est très très sympa. Et on se recroisera certainement dans les calanques. J'espère. Et on s'organisera une sortie. Il va falloir qu'on s'organise surtout une sortie. Pas de problème. Moi je viens où tu veux, il n'y a pas de souci. Très volontiers. Allez, ça marche Cyril, à plus. Merci. Salut, à bientôt. Salut. Et voilà. Cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment tout comme moi avec Cyril, le Taz Trail Runner. En ce qui me concerne, ça a été un moment très agréable et notamment, j'ai apprécié énormément d'avoir pu réenregistrer en direct pour la première fois depuis le déconfinement. Si vous souhaitez rejoindre Cyril sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur Facebook, Instagram ou sur internet à le Taz Trail Runner. Pour le LTP comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try le podcast sur Instagram, à Let's Try podcast sur Facebook ou à Let's Try sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! A donné son goût de la montagne et moi je l'ai gardé et puis ah là on va être mal. Là on n'est pas bien là. Bon ben on va se décaler. On va positiver. Il va falloir que je la garde ça. On va la garder. On la gardera. On peut continuer.